visite de François Hollande en Allemagne. Premier déplacement donc du nouveau président français, premier déplacement à Berlin, où il va rencontrer d'une minute à l'autre la chancelière allemande Angela Merkel. François Hollande qui a eu un peu de retard suite à des intempéries. Son avion a dû retourner sur l'aéroport de Villacoublay, puis il a pris un deuxième appareil. Vous voyez ici les images en direct. On attend donc l'arrivée du président français. Alors, vont-ils trouver un compromis, Angela Merkel et François Hollande? Ils veulent plus de croissance pour l'Europe, mais les moyens pour y parvenir sont différents. On va en parler avec nos invités. Avec vous, Philippe Dessertine, je voulais vous poser la question. On parlait donc de la croissance via des réformes structurelles. C'est ce que souhaite Angela Merkel, mais les réformes structurelles, on ne les voit peut-être pas du même point de vue du côté François Hollande que du côté de la chancelière. Là, je crois que ce sera vraiment l'objet des discussions. Hein. Mais par rapport à ce que nous évoquions tout à l'heure, je crois que le vrai problème que va avoir l'Europe est effectivement un problème de timing. C'est-à-dire que nous sommes en ce moment, comme on le disait, dans un moment où la crise devient à nouveau suraiguë. Et donc ça va signifier pour les grands pays, en particulier pour la France, un effort très important à accomplir pour elle-même rectifier ses propres fragilités, mais pour, dans le même temps, aussi très probablement venir en aide massivement aux pays en difficulté. Ça veut donc dire que, du point de vue de l'opinion publique française, du point de vue des électeurs français, qui ont peut-être pensé que rapidement il y aurait une solution nouvelle, positive à la crise que nous pouvons connaître, eh bien là, c'est quelque chose qu'il faudra très probablement écarter. Et là, de ce point de vue, à mon sens, ce qui serait intéressant, c'est que François Hollande comme Angela Merkel, voire même comme le SPD en Allemagne, soit clair sur le rôle de la BCE. Parce que, en fait, lorsque l'on parle de mesures urgentes, on a eu cet après-midi, par exemple, une interjection, on va dire en tout cas quelqu'un qui est rentré dans le débat qui s'appelle Tim Geithner, qui est le secrétaire d'État au Trésor aux États-Unis. Les Américains sont sur une logique, eux, d'impression de monnaie de manière massive, en disant nous allons réinjecter de la monnaie autant qu'il le faudra. Pour le moment, les Européens ne sont pas dans cette logique. François Hollande n'est pas dans cette logique a priori. Il sera important effectivement d'être clair là-dessus parce que là, ce serait probablement l'élément sur lequel Angela Merkel s'était exprimée, c'est-à-dire une sorte de retour en arrière sur les conditions qui avaient créé la crise de 2007 et que les Américains aujourd'hui, eux, n'hésitent pas justement à reproduire dans une logique pure, on va dire, de politique interne. Anne-Marie Gloanec, je vais vous donner la parole, mais je voudrais que Hans-Stetter réagisse à cela. On savait déjà que Nicolas Sarkozy était au départ aussi pour une intervention de la BCE. Aujourd'hui, François Hollande est pour une intervention de la BCE. Angela Merkel est contre. Quelle est la position du SPD sur la question ? La position du SPD a changé d'une certaine manière. Bon, il faut comprendre un peu l'esprit des Allemands concernant ou vis-à-vis des dettes et vis-à-vis de la mutualisation de la dette. Mais ça a changé de la manière parce qu'on voit maintenant qu'on a un vrai problème en Europe. Et si on discute, par exemple, ce qu'on a discuté tout à l'heure, de réformes structurelles, les réformes structurelles, c'est des réformes qui durent très longtemps. Donc, on n'a pas des effets immédiats pour créer de l'emploi. Il n'y a pas des effets immédiats pour donner de l'espoir aux jeunes. Donc il faut avoir d'autres moyens et développer d'autres moyens. Et je suis très d'accord avec... Ernst Stetter, vous ne répondez pas à ma question. En tout cas, moi, je ne comprends pas. Vous dites que le SPD a changé d'avis. Est-ce que le SPD est oui ou non pour une intervention de la BCE comme l'est François Hollande? Angela Merkel est contre. Quelle est votre position, Angela clairement? Merkel est contre et les SPD est pour. Les SPD est pour. Si vous regardez ce que le trio aujourd'hui a dit, qu'ils ont dit clairement et qu'ils ont exposé clairement qu'il faut voir le rôle de la Banque centrale européenne, il faut changer, il faut faire des réformes de la Banque européenne. Donc vous êtes vraiment sur la ligne de François Hollande. Anne-Marie Gloanec, quelles peuvent être les concessions faites de part et d'autre? C'est une vaste question. Par exemple, sur le rôle de la BCE, est-ce qu'on peut imaginer qu'Angela Merkel lâche sur le rôle de la BCE, sur les eurobonds, sur ces grands... Je vais répondre par la bande. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début de la crise, on voit qu'Angela Merkel a transgressé des lignes jaunes les unes après les autres. Et qu'en particulier, à l'automne dernier, alors qu'on croyait urbi et orbi que la chancelière était tout à fait opposée au rôle de la BCE sur les marchés secondaires, elle a
en fait fait savoir de façon non publique qu'elle y était tout à fait favorable. Donc en fait, il y a eu des glissements progressifs et elle a infléchi sa position. Elle donne parfois peut-être l'impression d'être une dame de fer, mais elle n'est pas une dame de fer, à la fois probablement parce qu'elle est influencée par, ou elle se rend, disons, à des contraintes évidentes. Elle comprend un certain nombre de modifications parce qu'elle a aussi des intérêts. Elle a des intérêts différents dont il faut qu'elle tienne compte en Allemagne et en Europe, qui sont contradictoires. Donc elle va plutôt peser en ce sens et dans l'autre. Donc en fait, il est probablement très difficile de savoir quels sont les points sur lesquels elle est intraitable. Mais je crois en revanche qu'il y a un butoir qui est un butoir et encore, mais il sera très difficile de faire comprendre aux Allemands ou de faire admettre aux Allemands qu'ils doivent payer sans que les autres fassent leur part du marché. Alors, quelle est la part du marché exactement ? Ça peut être assez difficile. Je voulais rajouter aussi quelque chose. Il faudra également que la chancelière et François Hollande et tout le monde d'ailleurs s'entendent sur de quoi parle-t-on ? Ces réformes structurelles, qu'est-ce que c'est ? Les réformes structurelles, ça peut recouvrir très bien des réformes relativement rapides, comme en avait fait le chancelier Schröder en 2004-2005 avant de quitter le pouvoir, à savoir une transformation du marché du travail, des lois la régissant, etc., qui permettrait d'abaisser le coût du travail. Mais il y a aussi celles dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des investissements sur le futur, qui sont absolument nécessaires et fondamentales pour créer une Europe compétitive dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Mais celles-là, elles sont très longues à faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire exactement dans l'immédiat ? Il faut les faire. Mais dans l'immédiat, que peut-on faire et que va-t-on faire ? Sur quoi vont s'entendre François Hollande et Angela Merkel pour ne pas désespérer, autrefois on disait Billancourt, mais les 30% de Français, les 60% de Grecs, et tout en disant aux Allemands, aux citoyens allemands qu'ils ne vont pas payer pour les autres. Henri Weber, vous comprenez quand même que les Allemands en ont peut-être aussi un peu assez finalement de payer au nom de la solidarité, eux qui se sont serré la ceinture sous les années Schröder et encore aujourd'hui, pour ces réformes structurelles, qu'ils en aient assez de payer finalement pour les autres pays européens. Personne ne leur demande et pour l'instant ils ne le font pas. Bon. Il le faut jamais. Non, il y a quand même Philippe Dessertine, il paye ou il ne paye pas ? Il paye quand même dans ce fonds commun, ce pot commun, ce FESF, il paye quand même. Tout le monde met au pot mais les Allemands mettent le plus. Les Allemands. Voilà, donc on comprend qu'ils en ont peut-être assez. L'Allemagne est le pays qui, de loin, est le principal bénéficiaire de la construction européenne. Les pays d'Europe du Sud ne peuvent pas vivre avec un euro fort et surévalué. Les Allemands peuvent très bien vivre avec un euro fort et surévalué parce que leur spécialisation et l'excellence de leurs produits fait qu'ils sont peu sensibles à la concurrence par les prix et par les coûts. Bon. Bien, donc, les Allemands en sont conscients et de surcroît, leur principal marché n'est pas la Chine, ce sont leurs voisins d'Europe. Autrement dit, si les marchés espagnols, italiens, français et autres se rétractent, c'est la crise en Allemagne. Ça change. C'est en train de changer. C'est en train de changer. C'est en train de changer. C'est en train de changer, mais très vite. Là aussi, oui, très vite. Intégrer pour la première fois ce mois-ci. Pour la première fois ce mois-ci, les exportations industrielles allemandes. Les proportions sont encore celles que je dis. Philippe Dessertine, pour la première fois, les exportations. Non, la zone euro, c'est 40% des exportations allemandes. Et ce chiffre baisse, c'est-à-dire que le rythme de croissance des exportations allemandes vers la zone européenne non euro, qui probablement rejoindra l'euro à l'avenir, et plus encore sur les marchés dits émergents, à savoir la Chine, la Russie, le Brésil, le Mexique, qu'on ne compte pas parmi les émergents, mais qui est en état, croît beaucoup plus rapidement, jusqu'à se demander, justement, dans quelle mesure l'Allemagne a-t-elle intérêt à rester dans l'Europe et dans l'euro. Cela dit, c'est un peu... Vous faisiez intervenir le facteur temps pour les Hans Stetter dit arrêtez. Allez-y, Hans Stetter, qu'est-ce que vous voulez ajouter ? Hans Stetter, qu'est-ce que vous voulez... Arrêtez quoi ? Je voulais dire, il faut arrêter de dire que l'Allemagne s'oriente envers la Chine et s'oriente envers l'Amérique latine. Bien sûr, les exportations envers la Chine
ont augmenté ces dernières années. Mais néanmoins, jusqu'à présent, et Henri Weber a bien dit, la base de l'économie allemande et des exportations allemandes, c'est l'Union européenne. C'est le pays, c'est la France d'abord, c'est l'Angleterre, mais c'est aussi l'Italie, l'Espagne et aussi la Grèce. Donc il faut arrêter de dire que l'Allemagne s'oriente vers d'autres pays en dehors de l'Union européenne. Et c'est clair aussi, il faut aussi arrêter, à mon avis, de dire qu'il faut toujours baisser le coût de travail. Le problème que nous avons actuellement, c'est un problème en économie, on dit de la demande agrégée. Donc si vous baissez le coût de travail, vous n'avez plus aussi, disons, de l'argent dans les caisses de consommateurs. Et ce qui manque actuellement aussi un peu, on est en récession, les gens vont garder leur argent dans leur poche et ils dépensent plus. Donc c'est un problème que nous devrons stimuler, la demande agrégée. J'ajouterais que le salariat, la glorieuse classe ouvrière allemande, est en train de régler partiellement le problème. Parce qu'il y a des mouvements sociaux puissants en Allemagne et les salariés allemands ont arraché 6,5% d'augmentation de salaire dans les services, ça concerne 3,5 millions de salariés, et ils sont en train d'en faire autant dans les secteurs de la métallurgie et d'autres de l'industrie. Voilà. Autrement dit, il va y avoir un rééquilibrage et une relance par la consommation en Allemagne. D'autant plus que il faut augmenter les salaires en Allemagne, donc. Mais ils sont en train de le faire. Ce n'est pas le gouvernement qui les augmente, c'est les partenaires sociaux qui l'admettent à la suite de mouvements sociaux importants. Et j'ajoute, alors là ça relève de la législation et donc de la volonté gouvernementale, le programme du SPD exige depuis longtemps l'instauration d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance, un SMIC en Allemagne. Et le CDU vient d'intégrer cette revendication dans son propre programme, car les élections approchent et pour l'instant, ils sont en train de perdre les Landes les uns après les autres. Oui, donc, il va y avoir une relance par la consommation d'Allemagne, mais aussi par l'investissement. Parce que les Allemands ne sont pas du tout hostiles à ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui font les projets les plus ambitieux au Parlement européen, ce sont des rapporteurs allemands, d'ailleurs, des deux partis. Bon, oui, mais Philippe Dessertine. Je réagis en même temps à ce que vous dites, M. Weber, à ce que disait M. Stetter tout à l'heure. C'est l'opinion quand même que nous avons souvent en France et que nous entendons d'ailleurs dans les médias, et que l'Allemagne finalement est prisonnière de sa situation européenne. Et je crois qu'il faut quand même, et là par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, évidemment que l'Allemagne est toujours aujourd'hui tournée vers l'Europe. Attention, elle est aussi tournée vers une Europe non intégrée à l'Union européenne, en particulier l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Et ça veut dire donc par conséquent que les choses évoluent. Les choses évoluent et qu'en France, on ne doit pas considérer qu'elles sont figées définitivement et que l'Allemagne restera pieds et poings liés. Le rapport va s'inverser dans 20 ans, vous avez sûrement raison. Non, oui, mais peut-être même plus vite. Et en tout cas... Non, parce que la Chine se ferme nous n'avons pas... Oui, mais la Russie s'ouvre de plus en plus. Je vais vous donner l'exemple du TGV. Quand les Chinois se sont appropriés la technique allemande du TGV, eh bien, ils ont dit « Merci, monsieur les Allemands, nous savons le faire nous-mêmes » et sur les 14 000 km de voies de TGV en Chine, les Allemands ont obtenu rien du tout. Oui, mais en revanche, sur l'automobile allemande, par exemple, on a un développement... Jusqu'à ce que les Chinois sachent le faire. Eh bien, moi, vous me posez le facteur temps, je vous oppose aussi le facteur temps, et aussi le facteur fermeture. Parce que les Chinois, c'est ça qui est préoccupant aujourd'hui. Il ne nous reste plus que quelques minutes. Je voudrais qu'on parle encore du couple franco-allemand, parce qu'il ne reste plus que quelques minutes. Anne-Marie Gloanec, est-ce qu'on peut dire que la crise a abîmé le couple franco-allemand ou au contraire l'a ressoudé ? Non, je ne pense pas que la crise l'ait abîmé. Au contraire, peut-être ressoudé. Ces deux personnages au profil si différent ont été obligés de travailler ensemble, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. On voit que dans le système européen, si vous voulez, c'est peut-être plus subtil que ça. Dans la crise, au fond, qui a vraiment géré la crise ? Quels sont ceux qui ont pensé l'Europe dans cette crise de l'euro ? C'est tout d'abord, d'une certaine façon, il faut lui rendre justice, je crois, Herman Van Rompuy, qu'on met trop de côté et qui le président de l'Union européenne, le président de l'Union européenne et qui sait, à mon avis, mettre de l'huile dans les rouages. Certainement Mario Draghi, qui est le plus européen de tous, mais dans un secteur de particulier, la BCE, on dit celui de la BCE précisément. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy qui ont pris des décisions européennes, mais en fonction de leur propre perspective. Si vous le voulez bien, pardonnez-moi de vous interrompre, priorité au direct, l'arrivée
Voilà, première poignée de main, François Hollande, Angela Merkel. Premier déplacement donc de François Hollande à Berlin, à peine investi. Le président de la République s'est rendu dans la capitale allemande pour rencontrer la chancelière. Alors il y avait eu une bise, on se rappelle, de Nicolas Sarkozy en 2007, qui avait été jugée un peu familière par la presse allemande. Et bien cette fois-ci, il n'en est rien. François Hollande donc, qui a serré la main d'Angela Merkel. Vous voyez ici les images en direct donc de la chancellerie à Berlin. Poignée de main entre François Hollande et Angela Merkel. Angela Merkel qui avait refusé, on le rappelle, de rencontrer François Hollande lorsqu'il était candidat. Il s'agit donc là de la première rencontre entre la chancelière et le président français. Il va être évidemment question de la crise dans la zone euro avec la situation donc, de la Grèce qui est très inquiétante en ce moment. Vous le savez, le gouvernement grec qui cherche toujours, enfin les Grecs qui cherchent toujours à former un gouvernement. La Grèce qui pourrait faire faillite et quitter la zone euro. Alors vont-ils trouver un compromis, ces deux dirigeants, Angela Merkel et François Hollande? Vous savez qu'ils veulent de la croissance pour l'Europe, mais les moyens d'y parvenir sont différents. Pour Angela Merkel, il faut des réformes structurelles et pour François Hollande, des investissements. Voilà. Premier déplacement donc à l'étranger pour le président français, c'est pour Angela Merkel. Donc ce premier déplacement, il y a à peine quelques heures, François Hollande donc, qui était investi au palais de l'Élysée. Voilà, vous avez vu donc ces images en direct. Si on pouvait continuer à voir le direct, on va poursuivre un dernier mot de ce débat. Merci de mettre l'image en direct, toujours François Hollande, Angela Merkel. Et on reste, si vous le voulez bien, sur ces images en direct. Un dernier mot, Anne-Marie Gloanec. Jean-Marc Ayrault a été nommé aujourd'hui Premier ministre. Et c'est peut-être aussi important de le dire parce que c'est un germanophile. Il connaît parfaitement l'Allemagne. Philippe Dessertine, vous allez aussi en dire un mot. Allez-y, Anne-Marie Gloanec. Je me demandais tout à l'heure s'il avait briefé François Hollande pour lui faire dire quelques mots en allemand à la chancelière. Philippe Dessertine. Je voudrais dire, on a beaucoup parlé de la jeunesse. Je crois qu'il faut que la jeunesse elle voit ces images-là, qu'elle voit que l'Europe, ça existe, que c'est quelque chose de fort et que ça doit continuer à se construire. Je crois vraiment que c'est le signe positif qu'il faut absolument retenir aujourd'hui. Malgré les divergences, il y a malgré tout une bien unité. Sûr, bien sûr, il y a une unité dans notre continent, il y a une unité dans nos pays et ça, c'est l'élément absolument majeur qu'il faut absolument retenir, notamment pour les jeunes gens. Et ça, c'est pour faire taire ceux qui parlent d'un éclatement de la zone euro, Absolument. qui prônent un éclatement de la zone euro. Et je sais que ça vous agace, Philippe Dessertine. Henri Weber, peut-être une image, si vous le voulez bien, peut-être un commentaire sur cette image. C'est une image évidemment très émouvante que de voir le moteur de l'Europe se remettre à tourner. Et à mon avis, il va tourner à plein régime. Parce que François Hollande est très profondément pénétré du fait qu'il n'y a de possibilité de relancer et de réorienter la construction européenne que s'il y a une entente solide avec l'Allemagne. Pas seulement avec l'Allemagne, avec d'autres bien sûr, mais d'abord avec l'Allemagne. Et il va étaler toute sa virtuosité. Le choix de Jean-Marc Ayrault. C'est pas la raison principale, mais ça a pu jouer, ça a dû jouer, et c'est un point positif. Anne Stetter, vous voulez peut-être réagir? Nous sommes toujours en direct. Je ne sais pas si vous les voyez, vous, à Bruxelles, ces images. Si vous pouviez les commenter aussi avec nous, vous qui êtes membre du SPD. Ça fait plaisir ces images, ça fait plaisir aussi parce que ça montre qu'il y a une nécessité que la France et l'Allemagne ensemble vont continuer à construire cette Europe que nous voulons si bien. Et il faut dire aussi que la France n'est rien sans l'Europe, l'Allemagne n'est rien sans l'Europe. C'est l'Europe qui doit d'abord être au milieu de toutes nos discussions et ça montre bien cette image aussi. Anne-Marie Gloanec, sur cette poignée de main aussi, tout à l'heure, entre François Hollande et Angela Merkel, on dit que ça tranchait, on le disait tout à l'heure, avec ce qu'on avait pu voir, cette première rencontre, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, ils ne se sont pas grandement aimés au début, l'ancien président français et la chancelière. Elle le trouvait un peu trop familier, Nicolas Sarkozy, en tout cas au démarrage. Parce que c'est important, les premières impressions. Imprévisible et difficile à saisir, disons. Mais encore une fois, il faut aller au-delà des personnalités. Parce que quand on regarde la plupart des couples,
beaucoup de couples ne se sont pas vraiment entendus. Rappelez-vous, même Mitterrand et Kohl qui étaient tellement divergents. Je crois qu'il y a une seule exception véritablement, c'était celle de Schmitt et Giscard. Voilà, Schmitt et Giscard qui avaient exactement la même philosophie et la même vue du monde. Et je pense que ça c'était quelque chose d'unique. Mais les autres couples ont été des couples forcés, mais dans le bon sens du terme, des mariages de raison, des mariages arrangés. Voilà, nous sommes toujours en direct de Berlin où François Hollande est arrivé il y a quelques minutes. Vous le voyez donc aux côtés de la chancelière allemande. Et Philippe Dessertine le disait, et d'ailleurs tous nos invités autour de ce plateau, oui, il y a beaucoup de divergences en ce moment entre l'Allemagne et la France. Oui, il y a une crise dans la zone euro, mais il y a toujours ce couple franco-allemand qui est toujours là, qui est toujours présent, qui va continuer donc à discuter. Cette image est importante pour tous ceux qui dénoncent aujourd'hui cette crise dans la zone euro, qui dénonce l'euro aussi. Eh bien, ce couple franco-allemand reste le ciment fort, Anne-Marie Gloanec, de l'Europe. Oui, encore une fois, avec cette réserve qu'il ne faut pas oublier d'autres Européens comme Mario Draghi, etc. Mais je pense qu'au niveau des chefs d'État et de gouvernement, effectivement, ce sont les deux qui comptent, même si la France a perdu de vitesse régulièrement depuis un certain nombre d'années. C'est quand même une pièce maîtresse et le franco-allemand est une pièce maîtresse de la, j'allais dire, construction européenne, de l'Europe. De l'Europe à construire. Voilà, Angela Merkel, François Hollande, sous les flashs des photographes. Ils vont entrer maintenant à la chancellerie, ils vont s'entretenir. Ensuite, ils donneront une conférence de presse que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne. Et puis, il y aura un dîner à Berlin. Philippe Dessertine, est-ce qu'on peut... Il n'y aura pas de compromis ce soir. Il va y avoir un communiqué laconique. Finalement, on fait connaissance là aujourd'hui. Vous pensez quand même assez rapidement parler des problèmes de fond? Oui, je pense, mais cela étant, je crois que tout à l'heure, on l'a évoqué. Moi, je l'ai un peu évoqué d'ailleurs dans mon dernier livre. Je pense qu'il ne faut pas négliger évidemment le rapport des personnes, même si évidemment on est dans des éléments qui sont structurels, on a des questions économiques qui se règlent parfois par des ordinateurs ou des calculs, mais néanmoins, le rapport des personnes est très important. Et là, c'est vrai que c'est important qu'il y ait cette prise de contact, on pourrait dire physique, entre les représentants des deux grands peuples de l'Europe, en tout cas des deux grands peuples qui veulent, qui souhaitent, qui ont fait l'Europe et qui l'ont fait toujours sur les bases de l'histoire. C'est vrai que quand on voit le Reichstag derrière, ici, là, et qu'on voit, je dirais, cette question de l'histoire derrière nous et de là où nous allons, je crois que c'est vraiment aussi ces moments symboliques très très forts qu'il faut retenir et que nos deux peuples vivent cela, par exemple, au moment de chaque investiture d'un nouveau chef d'État, d'un côté ou l'autre du Rhin, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment l'histoire qui reprend en quelque sorte le pas sur l'immédiat, et aussi l'histoire qui se prépare dans l'avenir, c'est-à-dire l'histoire est en marche toujours, et je crois qu'il faut toujours y penser, le voir en se disant que les difficultés que nous pouvons avoir à certains moments, elles peuvent être surmontées parce que... Et vous pensez qu'elles seront surmontées cette fois? J'en suis absolument persuadé, j'en suis absolument persuadé. Voilà une certitude, Henri Weber. Voilà une certitude, en tous les cas un souhait, une espérance, mais aussi une certitude. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Léon Blum. Je le pense parce que je le crois. Je le crois parce que je l'espère, enfin, quelque chose comme ça. Bon. Donc moi, j'éprouve la même conviction que vous. Et j'y ajouterais cette vieille réflexion de Jean Monnet qui disait que l'Europe n'avance qu'à travers les crises et sous l'aiguillon de la menace. Eh bien, nous sommes devant une crise majeure et la menace est forte. Vous avez vu les élections en Grèce et ailleurs. En France également, et en France également. En France, des populismes. c'est vrai, mais elle est déjà plus ancienne. Bon. Après tout, Le Pen faisait 15% déjà dans les années 90. Bon. Bien, mais je ne veux pas du tout la minimiser. La menace est forte. Bon. Et donc, l'obligation de résultat est là. Et un homme comme François Hollande, et je suis convaincu que la chancelière Angela Merkel également, sont des gens de compromis qui savent faire avancer les dossiers. Et je suis convaincu qu'ils trouveront les compromis positifs nécessaires. Est-ce que vous avez le même optimiste, Ernst Stetter, qu'Henri Weber et Philippe Dessertine? Il faut faire attention à la montée du populisme et mon souhait serait aussi, et c'est un peu aussi optimiste, que ce nouveau couple franco-allemand
peut surmonter cette crise et rentrer un peu, redevenir un peu ce que l'Europe représente aujourd'hui. L'Europe d'aujourd'hui, c'est plus l'intergouvernementalisme franco-allemand des années 60-70. L'Europe d'aujourd'hui, c'est l'Europe de 27 et nous devrons continuer à œuvrer pour une Europe plus fédérale. C'est ça le souhait et lutter contre les extrémismes. Anne-Marie Le Goenec, un dernier mot. Vous êtes d'accord aussi pour dire que finalement l'Europe avance, pardonnez-moi, au gré des crises, à chaque crise finalement. Alors on descend et finalement, au final, on fait un pas de plus. Jusqu'à présent, oui, mais les défis sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un problème fondamental, d'ailleurs, à la fois au niveau national et au niveau européen, où les démocraties qui se font à travers des débats, qui se font à travers des offres alternatives, sont en fait confrontés actuellement à des contraintes telles qu'il n'y a pas d'alternative. Et c'est bien la révolte justement des 30% qui n'ont pas voté, enfin qui ont voté à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, des 60% en Grèce, etc. Il y a une espèce de révolte des populations et il faudrait théoriquement, pour répondre à la crise actuelle, faire une union monétaire, une union bancaire, une union économique, aller plus en avant vers la fédération, comme le disait Hans Stetter, et en même temps, la plupart des opinions publiques, des citoyens n'y sont pas du tout prêts. Pour quelle raison ? Pour regagner de la souveraineté et regagner, croit-il, par peur, peut-être. Par peur, finalement, c'est toujours ces périodes de crise, une sorte de repli sur soi. Oui, oui. Sur les progrès de l'Europe, je voudrais donner 2-3 exemples. Très rapidement, Henri Weber, parce qu'on doit rendre un seul. Si on avait dit aux dirigeants européens, aux parlementaires européens, il y a seulement 18 mois, que la Banque centrale européenne allait acheter pour 300 milliards d'euros de dettes souveraines, si on avait dit que la Banque centrale européenne allait déverser 1000 milliards d'euros sur les banques des divers pays, sur 800 banques divers pays, qui l'aurait cru? On nous aurait regardé comme des fous furieux. Oui, or, elle l'a fait. Autrement dit, l'Europe, non mais c'est peut-être pas bien, mais ça signifie simplement que l'Europe n'est pas immobile. Elle n'est pas figée sur ses dogmes. Alors peut-être qu'on avancera vers une Europe fédérale, hein, c'est peut-être ce que vous souhaitez, Anne-Marie Le Goenec. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Henri Weber, Philippe Dessertine. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon de cette crise dans la zone euro. On se quitte sur cette image. Donc François Hollande, donc on n'a pas les images, me dit-on. Vous allez les voir, les images, dans un instant, dans le journal de 20h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur France 24. À bientôt. Rejoignez-nous cette semaine aux Pays-Bas pour une émission spéciale mode et environnement. L'ortie autour de moi va-t-elle servir à fabriquer nos vêtements du futur pour respecter au mieux l'environnement? On voit ça cette semaine dans votre émission. Ne manquez pas Environnement, samedi à 11h40 heure de Paris, sur France 24.